Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. L'actu. La première. Le mois dernier, je me réjouissais de la signature de l'accord pour la protection de la haute mer après 20 années de négociations sous l'égide de l'ONU. Même si le texte final n'est toujours pas paru et qu'il devrait être ratifié par les États avant d'entrer en application, ne gâchons pas notre plaisir, surtout que notre gros morceau est en discussion en ce moment. Il s'agit des négociations de l'Autorité internationale des fonds marins sur l'exploitation des fonds marins. Le traité de protection de la haute mer ne concernait pas en effet cette exploitation. Un round important de négociations vient de s'achever à la Jamaïque ce 31 mars, mais ce n'est pas fini. Les négociations doivent encore aboutir à un accord avant le mois de juillet. Pour bien comprendre l'importance de l'histoire, avec ou sans accord, à partir de juillet, des licences d'exploitation pourraient être délivrées aux industriels par l'Autorité internationale des fonds marins. Elle a déjà délivré 31 contrats d'exploration, normalement, juste pour aller voir ce qu'il y a au fond de la mer. L'exploration a déjà commencé, par exemple, par l'entreprise canadienne The Metal Company dans la zone de Clarion-Clipperton, dans l'océan Pacifique. Mais aucun contrat d'exploitation commerciale n'a jusqu'à présent été délivré. Si aucun accord n'est trouvé, l'exploitation pourra commencer, notamment pour aller chercher des nodules polymétalliques au fond de l'eau. Ce sont des petites boules de diamètre de 5 à 10 cm qui reposent à 6000 mètres de fond et qui renfermeraient des métaux d'un potentiel estimé supérieur à ceux qui existent sur Terre et qui pourraient rentrer dans la fabrication des batteries Li-ion. C'est donc la course au cuivre, au cobalt, au nickel et au manganèse qui commence au motif de la transition énergétique. Les associations environnementales militent pour que l'extraction industrielle ne commence pas à cause des méconnaissances de leur effet sur l'environnement fragile indispensable à l'équilibre de la planète, comme le sont les fonds marins. En effet, outre le risque de destruction de ce puits de carbone qu'est le plancher océanique, les forages provoqueront des panaches de sédiments et des rejets de résidus miniers à la surface dont les impacts sont difficiles à prévoir. À suivre donc. Seconde actu. Le Fonds d'intervention maritime vient d'être reconduit en 2023 par le secrétariat d'État à la mer. Il est doté d'un budget de 15 millions d'euros destiné à soutenir à l'échelle locale le développement d'activités marines. Un appel à projet a donc été lancé. Il se clôture le 16 avril prochain à 15 h, heure de France continentale pour être précis. Les projets retenus devront s'inscrire dans 3 axes. Petit 1. L'aménagement du littoral en faveur des activités maritimes, petit 2, le développement de l'économie bleue et la planification, petit 3, la formation au métier de la mer. Les organisations pouvant participer à cet appel à projet sont les collectivités, les associations, les établissements publics, les chambres de commerce, les groupements d'entreprises, voire des entreprises toutes seules, etc. À vos projets donc. Enfin, des turbulences importantes sont en train de se produire dans le domaine maritime mondial. Le transport par conteneur entre en effet dans un cycle dominé par une surcapacité jamais égalée jusqu'alors et le ralentissement brutal de la demande de transport et une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement vers la proximité. Gros temps donc en vue pour certaines compagnies maritimes. À cela s'ajoute pour celles qui se sont diversifiées dans le transport aérien comme CMA-CGM ou Maersk, des difficultés pour remplir les soutes de leurs avions cargo, d'où des liaisons annulées ou reportées. Les prochains mois seront sportifs dans la logistique, je vous le dis. Nous vous tiendrons informés. Maintenant, notre invité du mois, Jean-Pierre Chalut, président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Bonjour Monsieur Chalut, comment allez-vous? Bonjour Madame, je vais très bien, je vous remercie. Alors vous êtes le président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Donc comment se porte ce port? Quelle a été son activité en 2022? L'activité 2022 a été de bonne tenue, même s'il est en retrait par rapport à 2021. Nous faisons notre deuxième meilleur score de tous les temps.
Donc nous sommes même très largement supérieurs à la moyenne des années. Je suis remonté jusqu'en 2016, donc à 3,9 millions de tonnes. Vous avez rattrapé 2019? Nous avons dépassé 2019. Dépassé 2019. Donc, donnez-nous quelques chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire Alors nous l'avons dépassé assez curieusement et de manière paradoxale en 2021, où on a fait 4,2 millions de tonnes, qui est le meilleur score. Je dis assez paradoxal, puisque nous sommes encore au cœur du Covid, avec ces différents soubresauts, ces différentes difficultés logistiques qui ont pu apparaître ici ou là. Et en 2022, nous sommes légèrement en retrait par rapport à ce chiffre, à 3,9 millions de tonnes, mais ça reste un très très bon résultat. Et quelle est la partie de l'activité qui l'attire justement? Alors, l'activité qui fonctionne bien sont effectivement les conteneurs, ou même s'ils sont eux aussi en retrait par rapport à 2022. Le marché domestique est par exemple à plus 4% par rapport à 2021, ce qui est là aussi assez paradoxal, puisque nous sommes dans un contexte de déclin de la population en nombre. Il paraît que ce sont les jardins, enfin les mobiliers de jardin et tout ce qui concerne la décoration qui font ce business-là. J'ose bien le croire, mais ce n'est plus dans l'alimentation. Il faut que l'analyse soit faite sur ces grandes tendances. Non, l'activité a été vraiment à un niveau soutenu. Et au niveau de la croisière, comment s'est comportée l'année? Est-ce que vous sentiez déjà fin 2022 le rebond, reprise? D'abord, le programme qui a été annoncé par les compagnies a été respecté. Nous avons 108 escales sur les installations du port, c'est-à-dire à la fois de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Le programme a été honoré entièrement. Ce qu'on a constaté effectivement en montée en puissance, c'est le nombre de passagers qui étaient à l'intérieur des navires, avec plutôt une certaine prudence au démarrage de la saison, c'est-à-dire à partir du mois de novembre. Mais là, nous sommes sur des bateaux qui sont plutôt bien remplis. Donc là aussi, vous devriez retrouver vos chiffres d'avant-crise. Alors, nous sommes déjà en train de préparer les saisons suivantes. D'accord. Donc la saison 2023-2024 sera supérieure à celle de 2022-2023, atteindra pratiquement les chiffres de la saison 2019-2020, et l'année suivante, on l'espère encore meilleure. Donc le port, en tout cas, se prépare à des investissements. Et que vont-ils concerner? Qu'est-ce qui sera changé dans le port, que vous avez un programme visiblement assez important? Alors, nous sommes sur un programme de requalification de nos infrastructures, notamment à Jarry. Il ne faut pas oublier qu'il y a également des investissements à Basse-Terre ou Marie-Galante sur l'ensemble de nos sites. Nous sommes un port d'archipel, et donc il faut prendre en compte l'ensemble des problématiques de notre archipel. Mais effectivement, le cœur de nos investissements sur les années qui viennent est sur Jarry, dans lesquels l'objectif pour nous est de permettre d'accueillir des navires de plus grande taille, plus chargés que ce que nous avions à quoi nous avions affaire jusque-là. Vous rallongez les quais, vous refaites les terre-pleins, vous creusez, vous faites quoi exactement? Alors, nous allongeons les quais, effectivement, dans un premier temps. Nous changeons un certain nombre de moyens de manutention qui vont permettre de travailler notamment des navires plus larges. C'est une problématique plutôt importante à la fois sur la Martinique et pour nous d'ailleurs. Ce sont exactement les mêmes problématiques. Et nous créons des terre-pleins supplémentaires pour pouvoir stocker un nombre de conteneurs plus important. Donc le volume complet, total de l'investissement est à quel niveau? Alors le volume est très important par rapport à ce que nous pratiquons habituellement. Il faut considérer qu'en moyenne, on porte ces dernières années au niveau du grand port maritime de la Guadeloupe environ 15 millions d'euros d'investissement par an. Ce que le programme auquel nous avons à faire face, c'est plutôt de l'ordre de 150 millions sur 3 ans. Donc nous prenons ces 15 millions et nous multiplions à peu près par 4. Donc, du coup, vous allez chercher l'argent et vous avez déposé un dossier commun avec la Martinique auprès de la Commission européenne. Donc, racontez-nous comment vous avez pris cette décision qui est quelque part historique et puis comment vous allez faire. C'est d'abord une très belle aventure commune. Nous avons, c'est déjà compliqué pour un établissement tout seul de déposer un dossier dans le cadre d'un appel au projet européen, qu'on appelle un call dans notre jargon. Quand on le fait à deux, c'est encore mieux. Mais ça oblige à se synchroniser, à échanger de manière très profonde, ce que nous avons fait avec les équipes de la Martinique, avec l'aide de consultants qui sont spécialisés. C'est une procédure qui ne s'improvise pas, qui nécessite une mobilisation complète des équipes. Nous avons également eu, il faut le noter, des lettres de soutien des partenaires locaux,
de la région, de la CCI, Île-de-Guadeloupe, du MEDEF. Ils sont tous au courant que vous avez bossé ensemble. Et qui sont au courant que nous avons bossé ensemble. Et donc, c'était une belle démonstration d'union. C'est possible. C'est possible, et puis pour créer, pour ce qui concerne, nous, ce qu'on appelle le hub Antilles, qui va permettre de reconfigurer pleinement nos installations. Alors, qu'est-ce que c'est que ce hub Antilles, exactement? Quelle est la vision que vous développez ensemble? Alors, tout d'abord, nous sommes dans nos missions de base. C'est-à-dire que nous devons préparer nos infrastructures à l'évolution de nos trafics. Et l'évolution de nos trafics, elle passe, pour des questions réglementaires notamment, et des questions environnementales, par une augmentation de la taille des bateaux. L'objectif pour tout le monde est aujourd'hui de décarboner au maximum ces activités. Et donc, à la tonne transportée, d'avoir un impact moindre. C'est assez mathématique, assez simple. Pour ça, il faut augmenter la taille des bateaux, qu'ils aillent en général plus lentement, d'évoluer sur les carburants qui sont utilisés, qui seront beaucoup plus propres que ce que ça n'est le cas aujourd'hui. Mais ça a un impact sur nos infrastructures. Navires plus longs, plus larges. En profondeur, c'est à peu près la même chose que ce que nous avons jusque-là, mais ça nécessite une refonte complète de nos procédés d'exploitation. Est-ce que dans vos investissements, il y a également de l'adaptation au réchauffement climatique, vu que malheureusement les îles sont les premières touchées quand l'eau monte, fonte des glaces, etc. Est-ce que ça fait partie des éléments que vous avez travaillés? Alors vous avez totalement raison de souligner ce point-là. Tout d'abord, le port de la Guadeloupe, depuis plus de 5 ans, quasiment, même plus que ça, depuis 2016, porte un programme qui s'appelle Cayoli. Nous mettons environ entre 1 à 2 millions d'euros par an sur le sujet autour du réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité. Donc nous avons des programmes assez lourds de restauration de mangroves, des barrières de corail, qui font partie des systèmes de protection de l'île, j'allais dire, par elle-même, par la nature, aidant à protéger nos installations. Mais derrière le sujet de l'adaptation de nos infrastructures, on doit aussi les préparer à ce qu'on nous annonce, c'est-à-dire avec des événements climatiques plus nombreux, de plus grande intensité, et qui, à un moment ou à un autre, vont avoir un impact sur nos activités. Donc il est important pour nous que nos infrastructures soient calculées et nos installations soient calibrées pour ce type d'événements dont on sait qu'ils sont maintenant inéluctables. Donc vous parliez tout à l'heure du hub. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Comment vous imaginez les circuits? Parce qu'effectivement la Martinique n'est plus, ni la Guadeloupe ne sont plus dans des lignes dédiées. Elles font maintenant partie d'un circuit. Donc comment vous imaginez quelle est votre vision à travers ce hub? Le schéma de desserte de nos îles a fondamentalement changé. Il est depuis à peu près 2019. On passe d'un système un peu pendulaire, Antilles-Europe, Europe-Antilles, à un schéma dans lequel nous sommes intégrés dans des escales beaucoup plus longues qui touchent maintenant l'Amérique du Sud, qui franchissent le canal de Panama pour certaines d'entre elles. Donc c'est un changement de paradigme qui est très important. C'est aussi une très belle marque de confiance de nos armateurs, de nos clients, et notamment de CMA-CGM qui comptent sur nos 2 ports de Martinique et de Guadeloupe pour traiter dans les meilleures conditions possibles ces escales. Et donc, à travers ce hub, on parle aussi de corridor vert. Qu'est-ce que ça veut dire? J'évoquais tout à l'heure le changement des carburants pour les navires. Aujourd'hui, ce sont avec des soutes qui sont assez soufrées, très carbonées. Demain, une partie de la flotte qui fréquentera nos installations sont motorisées au gaz naturel liquéfié. Ce qui, sur le plan du CO2, émet moins que ce qu'on a aujourd'hui. Mais demain, ces motorisations sont compatibles avec du biométhane. Et le biométhane est, lui, considéré comme un carburant extrêmement vert. Et je pense que nos 2 îles, de Martinique et de Guadeloupe, feront partie d'un corridor vert un peu inédit entre l'Europe et les Antilles. Et pour ne pas dire, c'est une première. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui seront hors corridor vert, vu que d'après ce que je comprends, ces corridors permettent aux compagnies maritimes de remplir leurs obligations par rapport au réchauffement climatique, donc moins de soufre, etc. Et ce qui veut dire que demain, les ports qui seront hors des corridors verts risqueraient d'avoir des problèmes? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que est-ce que ce schéma-là sera un procédé de sélection demain sur les escales? C'est possible. C'est effectivement tout à fait possible. Et donc, il faut se préparer et interroger, j'allais dire, nos différents clients sur leur politique, sur leur stratégie. Et je pense que il est très important pour nos 2 îles de se positionner sur cette partie-là, sous peine d'être exposé à des décisions autres. Oui, c'est un peu dramatique pour les destinations. Et donc, vous avez
une actualité relativement chargée en janvier. Donc, non seulement le dépôt de ce dossier, et vous attendez visiblement les premiers retours en juin, je crois, c'est absolument de la Commission européenne. Absolument. Voilà, donc tout le monde attend. Vous êtes confiant? Je crois que nous avons fait un dossier solide. Alors après, il n'y a rien qui étaye ma confiance, puisque entre le dépôt du dossier et le mois de juin, nous n'aurons pas de contact avec les équipes d'analyse. Donc c'est un travail qui est mené par la Commission européenne, sans audition, sans particularité, sans échange autour de tout ça. Donc nous avons un dossier solide, je pense, ensemble, Grand Port Maritime de Martinique et Grand Port Maritime de Guadeloupe. Nos équipes ont très bien travaillé, j'en profite pour les féliciter, mais la suite, il y en a encore. Hein. Et d'ailleurs, c'est le Grand Port de la Guadeloupe qui est chef de file sur ce dossier. C'est vous qui serez l'interlocuteur privilégié de la Commission, et après vous ferez entre guillemets votre cuisine avec la Martinique pour se répartir les choses oui, en fonction des accords. C'est de la cuisine familiale. Hein. Bon. Donc nous avons, il fallait définir un chef de file, c'est la procédure. Nos amis de la Martinique nous ont fait confiance, et donc à nous de l'honorer en retour en étant un partenaire extrêmement attentif. Alors, deuxième grosse actualité de janvier, vous avez signé une convention de partenariat avec Aropaport. Déjà, dites-nous ce que c'est que Aropaport. Aropaport, c'est un jeune établissement issu du regroupement de plusieurs anciens établissements. Donc, c'est la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Aropa, Havre, Rouen, Paris, qui constitue un ensemble portuaire européen de très bonne taille, qui pèse, j'allais dire, dans le marché européen. Donc nous avons effectivement accueilli, dans le courant du mois de janvier, nos amis d'Aropa sur le territoire de la Guadeloupe, et nous avons signé une convention avec eux. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ils sont en avance par rapport à nous, notamment la question de l'alimentation électrique de quai, sur la décarbonation de leurs activités et autres. Donc, il nous a paru important de pouvoir bénéficier de cette expérience, d'avoir des échanges entre nous et entre nos équipes sur ces parties-là. Donc, il me paraît très juste de travailler avec d'autres ports français. J'en profite pour signaler que nous accueillons en mars également le port de Dunkerque, dans lequel nous avons des échanges extrêmement réguliers avec eux, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Donc, nous sommes ravis d'être raccrochés à la sphère d'activité. Et là, pareil, ce sont des premières. Jusqu'à présent, chacun travaillait un peu. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des choses qui étaient impossibles hier, deviennent possibles aujourd'hui et puis se concrétisent? Vous avez signé des conventions, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. Ça aurait pu prendre une éternité, et là, vous êtes en train d'échanger. Donc, qu'est-ce qui fait que tout ça devient réel? Je pense qu'on peut pas, on peut pas tout réinventer. Donc, il y a d'abord un effort de pragmatisme. Donc, les bonnes idées méritent d'être échangées. Elles ne sont pas forcément duplicables. Simplement, c'est le partage d'expérience qui me paraît important de souligner. On est confronté, à la fois Martinique et nous, à des enjeux majeurs d'évolution de nos infrastructures. Il paraît important de s'appuyer sur des expériences, même si on peut pas prendre ce qui s'est fait chez Aropa, le caler sur nos infrastructures sans faire un petit travail d'analyse à la main. Donc, Monsieur Chalut, vous êtes, comme je le disais au départ, président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, mais vous avez aussi d'autres fonctions nationales. Vous êtes... Je préside de l'Union des ports de France, voilà, notre fédération des ports. La fédération de l'ensemble des ports. Et donc, ma dernière question, comment vous voyez l'évolution du transport maritime mondial? C'est-à-dire, là, on voit des choses qui se dessinent au niveau de la Caraïbe, puis de la Caraïbe française notamment, mais comment, en montant un petit peu au-dessus, les choses se positionnent, se présentent? On parle de changement de ligne maritime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est votre expertise là? Enfin, comment vous observez tout ça? Quelle est votre analyse? Tout d'abord, je pense que les ports français n'ont pas à rougir vis-à-vis de leurs concurrents européens et sur le continent européen notamment. On a aujourd'hui l'ensemble de nos ports qui sont engagés dans des démarches collectives. Le sujet qui va marquer tous nos activités, c'est la question de la décarbonation. La décarbonation du transport, des chaînes de transport, alors que ce soit maritime, logistique ou terrestre, seront des sujets sur lesquels les ports ont des rôles à jouer. Alors, on peut parler d'intermodalité quand on est sur le continent européen. Chez nous, ce sera des choses de nature différente, autour du transport, routier ou autre, sur lesquels on sera, attentif à ce que l'ensemble de notre
activité, que l'on en soit responsable de manière directe ou pas, soit décarbonée. Ultime question, vous voyez les compagnies maritimes qui deviennent de plus en plus multimodaux, vous savez, ils sont dans aussi bien CMA CGM que Maersk, qui sont dans les mêmes stratégies, d'être compagnie maritime, mais aussi compagnie aérienne, dans la logistique, etc. Comment des responsables de port apprécient ces mutations importantes pour leurs clients? Parce que ce sont vos clients qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus imposants. Je pense que ça fait écho à votre précédente question sur pourquoi on travaille avec les autres ports. On voit bien que aujourd'hui il y a une intégration verticale de beaucoup de choses dans la partie du transport, de la logistique ou autre, et que il faut travailler avec les autres. Donc je pense que notre réponse est aussi de travailler avec les autres ports et d'être complètement actif sur ces sujets, j'allais dire, à ce qu'on constate autour de nous sur l'évolution du marché. La fusion de Haropa que vous évoquez tout à l'heure est un élément de réflexion important. Je pense que le monde va reposer de plus en plus sur des acteurs plus structurés, plus coordonnés entre eux. Ça sera sans doute le cas dans la Caraïbe et au sein de nos îles. En tout cas, merci infiniment de cet échange. C'était très instructif et puis revenez quand vous voulez. Je vous remercie de votre invitation. Ça sera avec plaisir. Place au métier de la mer. Aujourd'hui, rencontre avec le scaphandrier Gianni Sorrentino. Les scaphandriers sont en quelque sorte les éboueurs de la mer. Ils enlèvent de l'eau ce que les hommes y ont malheureusement laissé afin qu'elle redevienne belle. Un passionné qui vous incite à être plus respectueux de la mer. Bonjour, je m'appelle Gianni Sorrentino, j'ai 31 ans et je suis scaphandrier. C'est une vocation. On devient scaphandrier en faisant une école de scaphandrier. Il y en existe 3 en France, donc il n'y en a pas en Martinique, qui sont les MPP, l'ENS et l'école de Tréberdin. Donc le cursus, faut déjà avoir des niveaux de plongée en plongée loisir. Et après, on a une formation de à peu près 3 mois, si mes souvenirs sont bons, et 6 mois de stage. Soit on trouve directement une entreprise qui nous emploie, ou bien il y a plusieurs boîtes d'intérim où on va postuler et on va faire par mission. On va travailler par mission au fur et à mesure. Et puis il faut creuser son petit trou pour justement s'intégrer dans une équipe. Elles sont diverses et variées. Ça peut aller de l'entretien du matériel, la mise en place du matériel. Donc il y a 3 postes quand on est scaphandrier, parce que c'est une équipe de 3 minimum à 4. On a un tender, donc celui qui va fournir le matériel quand le plongeur est à l'eau, prendre le narguilé, le donner, enfin bref, faire toutes les tâches qu'il y a en surface. On a le COH, donc c'est la personne qui est en surface qui va gérer les gaz, la communication le tableau de décompression, donc calculer la décompression qu'il y a à faire. Et on a l'opérateur, donc le plongeur, qui lui va travailler sous l'eau. En France, la réglementation nous oblige à faire 3 heures de plongée. Et si on utilise du matériel qui est lourd, donc ça peut aller, si on a du matériel qui est 12 kg ou autre, notre temps de plongée est réduit par rapport à la pénibilité du travail. Alors l'équipement de base d'un scaphandrier, donc ici on est sous les tropiques, donc on a une eau qui est relativement chaude. Donc on va plonger avec une combinaison humide, des bottillons, des gants. On a notre notre stab, donc une bouteille de secours avec une stab spécifique. On a un casque, donc il y a différents types de casques par rapport aux travaux que nous avons. Donc on a le 18 qui est juste un facial, le 37 qui est un intégral. Et il y en existe d'autres parce qu'on peut plonger en station d'épuration, on peut plonger, donc il y a beaucoup de choses. Chaque outil a son utilisation et tout dépend des travaux qu'on a à faire. L'avantage c'est pas l'avantage,
comment je puis dire ça? C'est en scaphandrier, on a une multitude de travaux à faire. Donc on ne fait jamais les mêmes choses et on peut utiliser toutes sortes de matériaux. On peut utiliser du pneumatique comme vous avez pu le voir tout à l'heure, comme on peut utiliser des outils hydrauliques. Donc ça peut aller de... là on a utilisé un piqueur aujourd'hui en pneumatique. On a utilisé un appareil pour aspirer la vase au fond, donc une suceuse. On a utilisé une canne à air aussi pour évacuer un peu la vase qu'il y a au fond. Ça c'est par rapport aux travaux qu'on a fait tout à l'heure, on a fait un renflouement d'une épave. Mais ça peut aller aussi, il y a quelques semaines, j'ai fait le nettoyage du bateau de l'armée. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais les mêmes choses. Donc chaque mission est différente. Et ce qui est bien, c'est que quand on est sous l'eau, c'est avec notre jugeote qu'on travaille. C'est-à-dire que c'est à nous de nous démerder pour trouver une solution. C'est pas aux collègues de nous dire quoi faire. Il faut avoir de la jugeote pour faire ce métier-là, c'est ça qui est bien. Donc dès que vous avez trouvé un obstacle, il faudra contourner ou trouver une solution pour pouvoir aller de l'avant, trouver une façon en l'occurrence l'épave là qui nous pose des problèmes. Donc on sait ce qu'on doit faire, ça prend du temps, mais au moins on avance. Les qualités pour être un bon scaphandrier, déjà il faut avoir une certaine condition physique. Parce que c'est pas éprouvant, mais c'est physique. Donc on le sent à la fin de la journée et à la fin de la semaine surtout. Et puis avoir un peu de jugeote, quoi. Alors, et surtout ne pas être claustrophobe, parce que on voit rien sous l'eau la plupart du temps. Hein. C'est pas parce qu'on est sous les Caraïbes qu'on voit quelque chose, on voit pas grand chose. Alors oui, le diplôme a une certaine durée de validité, donc il y a un refresh à faire tous les 5 ans. Et après, on peut passer des qualifications, et ces qualifications aussi ont une durée de vie, quoi, une durée de temps, donc qui est de 3 ans généralement. Donc moi j'ai ma qualif soudure, sous-marine, mais elle est valable 3 ans. Et mon diplôme de scaphandrier est valable 5 ans. Alors tous les ans, je dois faire une batterie de tests qui est relativement important et passer devant un médecin hyperbare pour revalider mon diplôme. J'ai travaillé sur un château de Maintenon, où on était en train de refaire toutes les douves. On refaisait toutes les douves, donc on était en train de faire un barrage pour évacuer l'eau pour que les tailleurs de pierre puissent refaire les douves. Et j'ai découvert, là où j'étais en train de mettre les big bags pour boucher les douves, quoi, j'ai trouvé une caisse de munitions de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, il faut aimer l'eau, faut pas être claustrophobe, et puis faut vouloir, parce que c'est un métier qui est physique. Et puis c'est un métier, comment dirais-je, un métier d'un peu de passion, quoi. Parce que il y a des jours, c'est pas tous les jours joyeux, quoi. Mais c'est un bon métier, c'est un beau métier. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé. Faites-nous vos suggestions sur reprendre la mer @interentreprise.com. On se retrouve en mai. Prenez soin de vous.